depuis de très longues années, nous avons la nette impression que les problèmes d'alternance à la tête de bon nombre d'États africains se posent toujours. Qu'est-ce qui coince? Ben, écoutez, les systèmes politiques africains sont influencés par deux héritages. Dans une historicité lointaine, vous avez cette dimension anthropologique qui marque la construction et la gouvernance politique traditionnelle en Afrique. Alors vous verrez qu'il y a deux écoles qui s'affrontent du point de vue de la science politique pure ou de la socio-anthropologie. Ce qui situe la projection de l'État africain dans une dimension sacrée, c'est-à-dire anthropologique, avec ce que Bourdieu appelle les habitus, TU, c'est-à-dire les modes de comportement durables qui influencent le système de fonctionnement des gouvernants, c'est-à-dire la tradition. Et ces modes sont encore vivants. Lorsque vous voyez les chefferies traditionnelles, j'en suis un. Lorsque vous voyez la relation entre le pouvoir et le sacré, et lorsque vous voyez même cette dimension sacrée qui influence ce qu'on appelle, nous en anthropologie politique, la durabilité. C'est-à-dire le chef est sacré, on ne demande jamais au chef quand est-ce qu'il part, c'est à lui tout seul, parce qu'il y a une relation entre Dieu et lui qui garde le pouvoir. Et un chef, dans ce type de gouvernance politique, si on peut appeler la gouvernance politique coutumière, eh bien, ne part pas et parfois ne désigne pas son successeur. Si vous allez chercher en Égypte pharaonique, c'est-à-dire 10 000 ans avant notre ère, vous revenez sur les modèles coutumiers africains, nos royaumes, on a eu Tombouctou, on a eu les grands royaumes en Afrique, vous verrez que c'est comme ça que ça se passait. Donc la première cause politique, le président Paul Biya, était en larmes. Donc c'est vous dire que c'est cette dimension anthropologique qui peut expliquer cette durée au pouvoir et le problème de l'alternance. Donc le président Paul Biya Première dimension. pleurait, il ne voulait pas que le président Ahidjo parte. Non, c'était une dimension affective. C'était des vrais pleurs? Non, là, je suis... Ou bien des larmes de crocodile. Vous m'interrogez, là, je suis un analyste, et je crois que sur ce plateau, nous faisons l'éducation populaire, et dans ce rôle, vous m'avez dit pourquoi il y a un problème d'alternance. Je vous ai dit deux raisons. Première raison est l'anthropologie. La deuxième raison, elle est essentiellement, ça il faut le dire, un héritage de la civilisation judéo-chrétienne. Et notamment les dynamiques institutionnelles, l'héritage colonial. Vous savez que sur le plan, je dirais même qu'elle est politique, essentiellement politique, après la colonisation, les colons ont mis en place des mécanismes de durabilité de leur type de gouvernance, c'est-à-dire l'autoritarisme, le centralisme, ce qu'on appelle le grand jacobinisme connu, où effectivement, écoutez, le chef n'est pas loin de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que si vous prenez les deux modes de gouvernance et de choix politique, lorsque le président Paul Biya, mon maître politique, est arrivé, j'ai fait des travaux là-dessus, mais il a été consacré traditionnellement, Fond des Fonds, il était chez nous les Sawa Ombanya, il était ici dans les Rite-Béti, et il était le faux des faux, à l'ouest qui veut dire le chef des chefs. Donc vous voyez que c'est une consécration qui met donc le pouvoir en relation avec le sacré. Et pour terminer, en Afrique, au regard donc de ces deux dimensions, ce qu'on peut appeler classiquement la dimension anthropologique et la dimension institutionnelle, eh bien, le chef est toujours celui qui sait quand est-ce qu'il doit partir et les autres doivent suivre. Malheureusement, et ça je voudrais quand même le dire à vos autorités, vous avez des groupes communautaires qui respectent leur chef et qui ne peuvent même pas parler devant leur chef. Il y a des zones ici, allez voir un peu les Lawal, les Lamido, les Fauchés, les Bamléké, les Mfon. Le crachat du chef ne touche pas le sol. Mais malgré tout,
incapables de parler à leur communauté anthropologique, ils se permettent quand même de dire que le président doit partir. Et vous voyez que quand vous faites donc ce consensus, ce syncrétisme, vous voyez donc qu'il y a une violation du sacré, autant sur le plan traditionnel que sur le plan moderne. Voilà pourquoi les chefs d'État, conscients donc de cet état de fait, eh bien, ils prennent le temps pour partir. Merci, professeur. J'ai admiré le regard du professeur Jean Baebek lorsque vous chutiez. Hein. Il lui passe donc justement la parole. C'est mon point de vue. Professeur Jean Baebek, le professeur Mzanga Yamzinga a fait quelques démonstrations tout à l'heure, parler de l'aspect anthropologique, parler de l'aspect le chef doit être comme un dieu, parler maintenant, faire un parallèle avec les chefs bamileke au Cameroun, en tout temps quand même. En Afrique, dans certains États, nous parlons de démocratie. Est-ce que si nous acceptons la donne démocratique, on doit encore être d'accord avec tout ce que le professeur vient d'énumérer tout à l'heure? Il faut d'abord dire qu'en tant que fondamentaliste de l'UPC, je dois vous dire que les pères fondateurs ont été conscients de cela. Ils ont vu cela. Et la preuve, le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conscient de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Ce n'est pour les mêmes règles. Ce que Messaga dit là, avec tout le respect, est valable dans les systèmes traditionnels, dans les villages, dans les tribus. Et ils concevaient le Cameroun comme un ensemble de chefferies. Ils font une commune, un ensemble de communes, une région et ensemble de régions, la République. Dans un État unitaire décentralisé. Dans ces conditions, cet État unitaire devient la République. Et la République est au-dessus des chefferies. Elle en fait, elle est les règles sanitaires. Donc, les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé. Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que, après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardons comment se fait au Nigeria qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux qu'on par exemple, un pays comme le Nigeria a connu une période mais parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème c'est que on a raté l'indépendance. Si le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Museveni, mais c'est l'un des plus grands tyrans. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination, d'accord? Parce qu'on va se dire aujourd'hui donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre République en considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là, détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes
mais des victimes un peu complices. En s'élevant un peu. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin parce que l'AES a dit c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu une fois, j'étais un peu contre le jeune Débé au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi je soutiens Débé. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, Oui. le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république et donc d'alternance systématique au pouvoir après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi. Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamida de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Et les deux même, ne sont même pas de sang princier. Ni Aïdjo, ni Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci. C'est compris, professeur Baïbek. On va passer la parole au politologue Owonangini. Owonangini, vous avez travaillé longuement sur cet aspect des choses en Afrique. Vous avez suivi vos deux éminents collègues. Mon problème est justement celui que je viens de poser au professeur Baïbek. Il a apporté des réponses. En Afrique, dans bon nombre de pays africains, nous parlons de plus en plus de démocratie. Le professeur Baïbek a pris des bons exemples tout à l'heure. Il a parlé du Ghana. On peut aller un peu plus loin, on peut parler du Sénégal. Mais nous avons la nette impression que depuis un certain temps, ce sont les pays, un peu plus les pays de l'Afrique centrale, qui ont des problèmes d'alternance à la tête des États. Alors que nous avions les mêmes problèmes d'ordre anthropologique, institutionnel, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut dire que certains chefs d'État de l'Afrique centrale ont fait du totalitarisme leur pain quotidien? Merci de me donner la parole pour pouvoir rendre compte de cette situation. Il faut l'examiner sans émotions excessives et avec beaucoup de lucidité. Je vais procéder en deux temps. Allons-y. Je vais d'abord planter les fondations, puis je vais commencer à élever les murs. Et évidemment, je mettrai... J'espère qu'on aura suffisamment du temps, hein, professeur. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai peur que ce soit une soutenance de thèse. Où vous voulez qu'on vous explique, où vous ne voulez pas. Si Allons-y, vous ne voulez professeur. pas, on passe. Non, allez-y. D'abord, ça fait donc 2 ou 3 temps. Premier temps, il y a des éléments d'hétérogénéité culturelle. Sur le plan analytique ou technique, on appelle ça des sociétés plurales. Ça veut dire que les ordres politiques qui se sont constitués dans les sociétés africaines sont pour l'essentiel constitués sur la base d'une forte hétérogénéité culturelle qui impose donc à ces ordres politiques de faire un travail constant d'unification, de sociétés qui ne présentent que des convergences spontanées, mais pas des convergences organisées. Deuxième chose, ce sont les éléments politico-institutionnels. Les États africains, tous, quelle que soit la tradition culturelle coloniale, sont des États de succession. Et tous les États coloniaux sont des États autoritaires, parce que la colonisation est par principe, une organisation autoritaire. Et tous les États africains sont des États de succession coloniale, donc qui reprennent, même dans les expériences de libération nationale, Algérie, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau et autres, les principes d'une structuration politique qui est d'origine coloniale. Troisième élément, dans le cadre de ce premier plan, c'est l'économie. Les économies coloniales sont des économies de concession.
Et ces économies de concession font que dans une colonie, il est difficile de mettre en place des mécanismes de transformation avancés de la nature pour que ça produise un haut niveau d'accumulation, donc beaucoup de richesses. Ça fait donc que dans ces économies-là, ce qui prévaut, c'est ce qu'on appelle des comportements de rente. Ça veut dire que quand des groupes ou des acteurs personnels ou individuels attrapent des avantages, ils s'accrochent sur ces avantages, que ce soit des avantages économiques, des avantages politiques et tout le reste. Dernier élément, c'est l'élément donc de la persistance de l'impérialisme en dépit de la décolonisation. Ça veut dire que le fait que l'on soit rentré tout au long du XXe siècle dans des dynamiques de décolonisation, surtout en Asie, essentiellement Asie moyenne-orientale, en Afrique et en Asie du Sud, n'a pas changé le fait que les puissances impériales ont maintenu donc un blocage sur les institutions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément donc pour comprendre. Quand vous avez donc des mécanismes comme cela, même si vous instituez des démocraties qui justement sont même instituées sous la forme de ce qu'on appelle la démocratie coloniale, ça veut dire que ce sont les puissances impériales qui ont imposé ces systèmes aux pays africains qui avaient différents types d'évolution. Soit ils avaient des régimes de parti unique issus de la libération nationale, Angola, Algérie, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert et autres, soit des régimes qui, reposant toujours sur le parti unique, reposaient sur le fait que le pouvoir avait été confié aux classes politiques qui étaient plutôt proches des appareils coloniaux. Dans tous les cas, on s'en sortait essentiellement avec des régimes de parti. Et là, il n'y a pas de tradition que les Britanniques sont plus libres. C'est faux. Comme le disait le professeur Musanga Yamdi, l'Ouganda, c'est quoi? C'est un régime de forte centralisation. Le Zimbabwe. Est-ce que le Zimbabwe, c'est quoi? La Sierra Leone. Le Libéria. On peut citer un certain nombre de pays. Ça, le Nigeria, même. Le Nigeria a une longue période marquée par la récurrence des putschs. Donc, j'ai expliqué pourquoi. Est-ce que j'ai dit le contraire? Voilà. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis seulement que la France qui est allée là-bas. Non, c'est pas une histoire de c'est la France. Parce que les putschs sont restés, même après la guerre du Biafra. Ils ont même commencé avant le premier coup d'État au Nigeria, c'est en 1966. Il n'y avait pas encore la guerre du Biafra. Même si ce coup-là, c'est ce qui va provoquer le deuxième coup d'État qui va entraîner la guerre du Biafra. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on a ici le télescopage entre les institutions précoloniales qui sont diverses. Parce que l'Afrique est le continent qui a inventé toutes les traditions politiques du monde. La République, ce sont les Africains qui ont inventé la République. La chefferie, ce sont les Africains qui ont inventé la chefferie. Le royaume, ce sont les Africains qui ont inventé... ce ne sont pas les Platons. Non. Mais c'est en Égypte. Les communautés villageoises. Les communautés villageoises là, sont des républiques, ce que les anthropologues coloniaux vont appeler des systèmes acéphales. Ce sont des républiques. C'est-à-dire sans tête. Ce sont des républiques, ce ne sont pas des systèmes monocratiques ou monarchiques. Donc, tout ça pour dire quoi? Oui. Tout ça pour dire qu'on a donc un choc entre différents types d'institutions coloniales et un choc avec des institutions néocoloniales qui font que les réflexes de rente demeurent. Et ces réflexes de rente n'ont rien à voir avec les systèmes de pouvoir. Voilà pourquoi il y a eu des leaders d'opposition qui, quand ils étaient dans l'opposition, ils critiquaient ceux qui étaient au pouvoir de durer au pouvoir. Et une fois qu'eux-mêmes ils sont arrivés, ils ont recommencé avec les mêmes comportements. On a vu des leaders en Guinée, on l'a vu, avec le professeur Alpha Condé. En Côte d'Ivoire, vous voyez, j'avais dit qu'une fois qu'Alassane Ouattara va prendre le pouvoir, il n'est pas question qu'il reparte rapidement. Je vous dis même qu'ici au Cameroun, il y a des gens, permettez-leur d'arriver à Étoudi, vous allez voir, vous avez s'ils vont quitter.
Je n'ai pas besoin de dire leur nom. Eux-mêmes, ils se connaissent. Tout ça pour dire... On va chez le professeur. Le problème, c'est que le monde évolue au point où ça va être de plus en plus difficile. Non, ça, c'est ce qu'on dit. Terminons, professeur. Et peut-être le dernier mot sur ce que le professeur Bayabek a dit. Non. Le régime de rupture révolutionnaire ou de rupture radicale comme l'AES ne résolve pas la question. Il y a aussi un autoritarisme souverainiste et un autoritarisme révolutionnaire. Vous voyez bien que quel que soit ce qu'on peut penser de l'orientation du régime malien, nigérien, ils ne sont pas venus pour partir. Attention. Précisément parce qu'ils sont dans une perspective même qui est contraire aux institutions qu'ils considèrent comme des institutions coloniales. Et ils sont venus là pour rester, pour faire ce qu'ils appellent la libération nationale, ou la deuxième voie de libération nationale. Merci, professeur Wanangini. On passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, au-delà de toutes ces explications d'ordre anthropologique, d'ordre historique, d'ordre institutionnel, d'ordre, je ne sais pas, philosophique, économique et même peut-être religieux. Alors, est-ce que ça enlève le fait qu'en République, justement, il y a des normes, il y a des règles, notamment dans la loi fondamentale, la Constitution. Pourquoi une Constitution qui existe, certains chefs d'État, pour s'éterniser au pouvoir, sont obligés de changer cette Constitution de manière régulière? Est-ce que certains chefs d'État africains ne sont pas des dictateurs dans l'âme? Votre question, qui est éminemment pertinente, montre très bien que tous les discours que nous venons d'entendre de deux proches du pouvoir, Ah bon? le recteur et le professeur Messanga, je ne voudrais pas manquer d'élégance à leur endroit pour dire que, justement, ces gens qu'on veut présenter comme des produits, ça ne dépend pas tout à fait d'eux, ça dépend de quelque chose d'extérieur à eux. C'est ce discours qui dit que oui, c'est les systèmes néocoloniaux, parce que. Mais on voit la mécanique d'éternité au pouvoir. Elle comprend des choses qui n'ont rien à voir avec les colons. Les colons ne tripatouillent pas leur constitution. Vous leur produisez, vous tripatouillez les vôtres. Moi, je pense que j'examine la question à l'envers pour qu'on voit que cette éternité porte en elle-même toutes les stigmates, toutes les caractéristiques de son mauvais côté. Mobutu Sese Seko, 32 ans au pouvoir. Il meurt dans la désolation la plus totale. Dans le ridicule. Chassé du pouvoir. Ben Ali, 23 ans au pouvoir. Il meurt en exil. Chassé du pouvoir. Malgré de bons résultats économiques. Il meurt en exil, chassé du pouvoir. Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir. Il meurt, il n'est pas encore mort. Il est en train de se décomposer. De se désagréger. De se désagréger. Comme quelqu'un qui est malade d'une maladie dégénérative. Si vous voyez Blaise Compaoré aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même si vous l'avez haï, vous avez envie de pleurer. Même si vous l'avez aimé, vous avez envie de voir, de pleurer. Parce que vous voyez comment le seul fait de perdre le pouvoir dans des conditions où on te chasse désagrège l'intéressé. Lansana Conté de Guinée. Coup d'État, 24 ans au pouvoir. Il meurt au pouvoir dans la désolation la plus totale, en essayant de gérer des révoltes partout. C'est-à-dire que la durée au pouvoir n'aboutit pas à la structuration d'un État stable et solide. Mais au contraire, la destruction de l'éterniseur. Robert Mugabe, libérateur arrivé au pouvoir, 30 ans au pouvoir, il meurt dans la désolation totale. Ali Bongo. Je
Je te concède Ali Bongo que j'ai failli oublier dans la liste. Habib Bourguiba, fondateur de la Tunisie. Neuf fois élu, 6 fois élu, dans les conditions que nous pouvons imaginer, qui sont semblables aux mêmes conditions d'élection et de réélection de tout ce que je viens de citer. Il meurt dans la désolation, renversé par son premier ministre, qui lui-même va être chassé du pouvoir. Il faut que cela nous parle. Est-ce qu'il y a un exemple d'un type qui s'est éternisé et qui s'est porté bien et dont le pays s'est porté bien? On peut citer un ou deux exemples qui seront simplement pour confirmer la règle. La Côte d'Ivoire, où on fait moins au pouvoir dans une condition. Et puis après, ça donne une guerre. On va chuter. Senghor ne meurt pas au pouvoir, il démissionne lui-même. Après, etc. Lui, exceptionnellement, meurt bien. Amadou Ahidjo meurt dans la désolation la plus totale. Tu ne peux pas dire dans ce Cameroun qui t'écoute que Amadou Ahidjo mort à l'étranger. Il a volontairement démissionné. Oui, il a volontairement démissionné, très bien. Il a volontairement accepté l'enterrement à Dakar. Après avec sa femme et son enfant. Après 25 ans au pouvoir, c'est la désolation. Nous continuons à demander que le Cameroun soit guéri de cette plaie. C'est pour dire au président Biya, à la suite de la réflexion que vous proposez au pays entier aujourd'hui, que les systèmes autocratiques, ils ne sont pas différents. Et ils connaissent tous les mêmes faits. Merci, Abel Elimbi Lobé. C'est une vraie gangrène. Elle détruit les hommes, elle détruit le pays. Je vous en prie, parfois ici, oui, professeur. Nous faisons de l'éducation populaire et je voudrais apprécier l'antithèse de ce que j'ai dit ici. Tout parce à fait. que on nous écoute dans le monde et nous sommes des formateurs. Il ne faut pas rejeter ce que viennent de dire mon éminent collègue Baïbek, mon frère Elimbi Lobé, qui sait jusqu'à quel point je partage beaucoup de points de vue avec lui. Mais il faut voir votre question. Vous nous avez demandé qu'est-ce qui explique la durée au pouvoir qui pose le problème d'alternance. Nous avons expliqué. Et ils veulent nous faire un procès de l'explication. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je vous ai dit que vos explications, je vous ai dit que vos explications, qui sont des explications savantes, entre autres, Elimbi vous a dit on a la pratique de mauvais résultats. Professeur Msanga, Elimbi a dit ceci. Vous qui dites qu'il y a une raison coloniale, ainsi de suite, Elimbi vous dit que vos colons là, eux-mêmes, ne sont pas battus par les constitutions. Oui, mais sauf que, permettez-moi pourquoi donc j'ai rebondi. Oui. Je vais vous expliquer techniquement. Vous savez, je suis un méthodologue. Hein. On te juge alors que c'est l'explication, c'était pas le juge. Voilà, j'enseigne un cours dans les universités camerounaises et étrangères qu'on appelle méthode de recherche approfondie. Méthodos, c'est le chemin. Et vous nous avez dit, dites-nous, qu'est-ce qui justifie cela? Mais j'interviens donc en demandant la parole que vous m'avez donnée, je vous en remercie, que Elimbi Lobé et mon frère Baïbek ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est que ils parlent du pouvoir d'État. Mais moi, je crois que là, sur ce point, le professeur Mathias et moi, nous parlons du pouvoir. Le pouvoir en question, ce sont les Africains. On doit observer ce pouvoir dans les partis politiques. Mais ce que je ne comprends pas, nous on parle du pouvoir. Je vous ai parlé du pouvoir. Je crois que Mathias est dans la même ligne. Et nous vous disons que, prenez les partis, laissons le pouvoir d'État et Paul Biya. Bon, maintenant, prenons donc en Afrique les leaders des partis politiques. Quand est-ce qu'ils vont partir? De leur parti. Nous sommes en train de vous expliquer que le flex, la maladie de durabilité touche tous ceux qui sont à la tête des instruments de pouvoir. Écoutez, prenez le NDP. Moi, je vois toujours Bello. Prenez le MSC. Moi, je vois toujours Kamto. Citez-moi un
qui a promis d'organiser la Coupe du Monde 2038. Mais vous comprenez, nous sommes... Il n'a même pas encore étudié, mais il a 14 ans de plus. C'est que vous savez que vous avez peut-être un... Je remercie Glorio. Nous sommes des universitaires, nous vous respectons. Mais nous avons des instruments que vous devez retenir. Vous ne regardez que celui qui a le pouvoir d'État. Non. Pour preuve. Archi faux. Permettez-moi. Attends, on t'a compris. Non, ça prend des coups. On risque de même aller à l'essentiel. Organisons-nous à ne pas nous couper. Oui, laisse-moi apporter un petit détail. Laisse-moi chuter. Parce que lui va me couper. J'ai un temps très limité. Je voudrais donc dire que, qu'est-ce qui explique ça? Nous sommes en train de vous dire que quand un Africain, quelque part, au niveau de l'État, au niveau des partis politiques, même au niveau des associations, regardez les fédérations de sport, nous sommes en train de vous dire que le réflexe anthropologique du chef africain, c'est que moi j'appelle dans mes travaux l'odeur du père. L'odeur, c'est qui là? C'est Mouyemé qui a écrit Moudimbe. Moudimbe, l'odeur là, qu'il voit au sommet de l'État, personne ne veut laisser ça à toutes les échelles du pouvoir. C'est compris. Juste deux mots. Oui, vraiment deux mots, professeur. Voilà le type de confusion que nous avons. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons toujours à répéter des comportements au sujet desquels nous nous plaignons. Il faut regarder la réalité en face. Une explication n'a rien à voir avec une justification idéologique. C'est vrai. On explique, les gens prennent ça pour des justifications. Qu'est-ce qui fait donc, comme ce sont les chefs d'État qui sont dans les grands dictateurs, que les gens qui sont dans l'opposition, ils critiquent le pouvoir perpétuel. Une fois qu'ils sont assis, ils ne veulent plus partir. C'est vrai ce que tu dis. C'est compris. C'est vrai ce que tu dis. Ce n'est pas notre terrain. Pierre Blériot, nous évoluons dans ce débat. Les uns les autres ont déjà expliqué. Maintenant, est-ce que nous nous éternisons sur cette donne que certains chefs d'État ne veulent pas partir du pouvoir, ils veulent s'éterniser du pouvoir, ou alors nous essayons de voir que faut-il faire pour que de plus en plus ces chefs d'État acceptent partir. Nous avons pris l'exemple des États-Unis récemment, où la Constitution est claire de ce côté. Le mandat, c'est 2 ans, deux mandats maximum, à raison de 8 ans. 8 ans au pouvoir. Est-ce que la Constitution, dans nos pays africains, si elle est respectée, ne peut pas résoudre ce problème? Alors, parfait, ici les éminences ont parlé. Tant qu'elles parlent comme analystes, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Les explications sont pertinentes. Mais l'idéologie vient à la fin au niveau de la chute et elle devient spécieuse, l'idéologie. On quitte du pouvoir d'État pour vous parler du pouvoir des chefs des partis politiques. C'est la vérité. Et c'est faux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les autres pays du monde, les chefs des partis politiques d'opposition restent à la tête de leur parti. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un d'autre qui a, dans le parti de Mélenchon, il y a quelqu'un d'autre qui préside? Le Pen a donné à sa fille, elle a donné à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Nous ne sommes qu'en France, ainsi de suite. Mais c'est son beau-fils qui dirige son parti. Non, donc on est toujours dans la même chose. Mais tous les hommes, parfait ici, tous les hommes aiment le pouvoir. Les noirs comme les blancs. Toute l'humanité aime le pouvoir. Ça, c'est George Washington. Voilà. Il y a une seule pour ça qui limite à 4 mandats, 2 fois. Il n'y a qu'une seule chose qui arrête l'amour du pouvoir. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Comment les politologues Ils sont bons. Donc, Obama aussi voulait être président jusqu'aujourd'hui. Barack. Il aurait voulu, d'ailleurs il est plus jeune que tous nos vieux types là. Lui voulait être aussi président. Il trouve seulement une structure qui lui enlève cette idée-là, dès son accession. Quand vous voyez Trump revenir, vous pensez que c'est parce qu'il n'aime pas le pouvoir. Trump aime le pouvoir, mais il revient là, il ne peut faire là que 2 mandats de 4 ans chacun. Macron n'aime pas le pouvoir. Macron aime le pouvoir, mais la France ne permet pas à Macron d'aller tripatouiller la constitution française pour faire un 3e mandat. Lorsqu'il aura terminé celui-ci, pour son amour du pouvoir, il va tenter de fabriquer quelqu'un pour lui succéder. Mais lui-même, Macron, cette fois-ci, ne pourra pas revenir. Tous les hommes aiment le pouvoir. Sauf que il y a tout un boulevard qui est ouvert aux potentats africains. C'est-à-dire, eux, il n'y a pas de loi, c'est eux qui sont la loi.
Il n'y a pas de règles. Et comment on résout ce problème? Mais on les bouscule. Attends, Voilà. Je vous dis qu'on les... Permettez, on fait en sorte... Parce que nous, Africains, nous montrons notre petitesse citoyenne en argumentant sur ce genre de choses. Nous devons mettre des institutions qui font que qu'avant ne pouvait pas être président de l'Assemblée nationale pendant 1000 ans. Ainsi de suite, Biya président pendant 2000 ans. Vous trouvez des... C'est pas 2000 ans, c'est 42 ans. Moi, c'est la même chose. Parce que s'il pouvait vivre 3000 ans, il ferait... Un figure de style veut dire trop longtemps. Voilà, il ferait 2000 ans s'il pouvait vivre 3000 ans. Donc, les institutions ne doivent pas vous permettre. On va vous dire que la Constitution n'est pas faite sur du C'est mal. l'institution occidentale. Non. Hérité de la Moi, non. Moi, je dis Les institutions, quand on va refonder le pays, les institutions. on va élaborer nos institutions. Moi, je continue de dire ceci. Quel que soit, et là, je suis d'accord avec le professeur Onangine, quel que soit l'homme qui arrive au pouvoir et qui sent en lui la capacité de manipuler les institutions, il aura l'envie de s'éterniser. Ouattara a dit 40 fois qu'après 80 ans, on n'a plus la force de tenir le pouvoir. Il a dit, aujourd'hui, il croyait qu'il n'aurait pas 80 ans, il en a 83, et il se sent une nouvelle jouvence. C'est parce que s'il est allé... Non, c'est pas africain. Le président américain, Biden voulait. C'est les Américains. Non, il est même humain. Il voulait être là. Et les Américains qui sont un peu d'un niveau très élevé lui ont dit, nous ne voulons pas une telle honte. Les Camerounais n'ont donc pas le courage de dire que même si toi tu veux, même si tu te dis, parce qu'Ali Bongo nous disait, je suis très en santé, mes médecins viennent de m'ausculter, voulant tomber, on lui a dit que tu es en santé, mais va rester en santé ailleurs. C'est cette volonté-là que nous devons tuer dans l'œuf en nous dotant nous-mêmes d'institutions qui ne permettent pas d'entretenir un tel amour du pouvoir.